Donc, les zombies. En fait, ça traite des tests unitaires. C'est toujours bien quand on fait des tests unitaires de savoir, comment les écrire, mais aussi quoi écrire. Donc il y a une notion de fond, il y a une notion de forme, pardon, et il y a une notion de fond. Donc je vais vous parler globalement de la stratégie d'écriture des tests unitaires. Hem, pour la stratégie, pour avoir bien les choses en tête, je pense que le minimum, c'est de conserver 2 acronymes. Vous savez que les acronymes, ça nous plaît beaucoup chez les ingénieurs et j'en ai 2 au moins que je veux vous faire, garder en tête quand vous abordez, en fait, l'écriture de tests unitaires. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, pendant cette présentation et je vais focaliser sur un des acronymes qui est les zombies, qui en fait traite du contenu des tests unitaires. Alors je vais d'abord utiliser un premier acronyme qui est l'acronyme FIRST, qui est plutôt un acronyme qui va vous aider dans la conception des tests unitaires. C'est-à-dire en gros la forme ou la stratégie globale de ce que vous devez considérer quand vous écrivez des tests unitaires et je vous propose l'acronyme FIRST, qui va justement de parler pas forcément du contenu, mais de comment on doit les aborder. Ils doivent être, les tests unitaires quand vous les écrivez doivent être rapides, doivent être isolés et je préfère dire indépendants, vous allez voir pourquoi. Ils doivent être reproductibles, répétables, ils doivent s'auto-valider et ils doivent être pensés. Alors on va les faire un à un rapidement. Donc F, c'est pour fast, la rapidité d'exécution. Il est important pour que vous puissiez avoir envie d'appuyer sur le bouton pour réaliser les tests, que ces tests s'exécutent rapidement, sinon vous savez ce qui va se passer, ça va prendre du temps, vous n'allez pas vouloir appuyer sur le bouton ou alors vous allez trouver 1000 et une stratégies pour mettre des tags, filtrer, n'en faire tourner que quelques-uns. Or, rappelez-vous bien que les tests sont là pour vous couvrir ceinture et bretelles sur la confiance que vous avez dans votre code et pour ça, il faut non seulement que vous couvriez le comportement de votre code, mais que vous soyez aussi, certain qu'il n'y a pas de régression par rapport à d'autres codes. Étant donné qu'il y a forcément des dépendances dans ce qu'on écrit, c'est bien de pouvoir les faire tourner tous en même temps. Donc quand on fait les tests unitaires, essayez au maximum d'être rapide de manière à ce que vous puissiez, facilement exécuter tous vos tests et que vous ayez ce qu'on appelle du fast feedback et du fail fast. Le deuxième, c'est I pour isolé ou indépendant et je préfère indépendant parce que, isolé, ça pourrait être ambigu, ça pourrait parler à la fois de l'état, et du contexte. Moi, je parle d'indépendant, là, c'est pour le contexte. Il faut que toutes vos conditions soient réalisées à l'intérieur de votre test unitaire. Autrement dit, il faudrait qu'on puisse prendre votre test unitaire et qu'on sache exactement dans quel contexte il s'exécute, fonctionnellement parlant. C'est-à-dire que alors vous connaissez peut-être, les 2 acronymes, AAA, Range, Act, Assert et Given When Then qui est plus proche du BDD. Mais en gros, il faut que vous puissiez décrire tout votre univers fonctionnel à l'intérieur de votre test unitaire, de manière à ce que ce soit pas juste un test purement technique qui soit complètement indépendant de ce que vous êtes en train de faire, mais que vous puissiez bien l'inscrire dans des conditions fonctionnelles, donc qui touchent vraiment à ce que vous voulez obtenir en termes de comportement. Donc là, c'est vraiment au sens fonctionnel. Le R qui vient juste après, reproductible, lui, il est plus justement basé sur l'isolation, mais l'isolation en termes, d'hermétisme. Il ne faut pas que vous ayez votre test qui dépende d'état ou de dépendance externe. C'est très important. Le test doit pouvoir tourner tout seul. Vous ne devez pas, par exemple, dépendre, je sais pas, d'un bout de code qui serait à l'extérieur et qui initialiserait un état et quand vous le faites tourner plusieurs fois, il ne serait pas idempotent, donc vous ne pourriez pas réinitialiser l'état et ça vous maintiendrait comme ça dans un état où vous seriez systématiquement dépendant d'autres conditions et donc ce que le résultat d'exécution de vos tests dépendrait d'un état indépendant
sur lequel vous ne seriez pas autonome. Donc l'important pour qu'il soit reproductible, c'est très important qu'on n'ait pas cet anti-pattern qui consiste à dire ça fonctionne, je ne comprends pas, ça fonctionne sur ma machine. Il faut que ce soit totalement isolé, techniquement parlant, hermétiquement parlant. Self-validating, c'est que vous devez pouvoir dire, lorsque vous faites tourner votre test, et justement parce que vous avez été indépendant fonctionnellement parlant, que vous avez confiance dans ce test-là. Que pour la donnée, pour le fonctionnement, pour le comportement que vous avez fait tourner, vous êtes sûr et certain que vous pouvez dire oui, ça fonctionne, rien qu'en faisant tourner le test qui justement pointe à la donnée. Et là, c'est important dans le self-validating d'être sûr qu'on fait une chose, qu'on vérifie une chose et une seule chose. Je vais pas aller jusqu'au SRP, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la peine de mettre, par exemple, plusieurs asserts à l'intérieur d'un test. C'est bien de faire un seul assert pour un seul range ou un seul act. Ça vous permet d'avoir confiance dans vos tests et d'être sûr que vous pouvez les valider sans avoir, par exemple, tout un bouquet de tests que vous devez faire tourner pour valider un fonctionnel précis. Ça vous permet aussi, en fait, après de composer vos tests et d'être sûr que, en fonction de ce que vous voulez tester, de la couverture. J'essaie de rester vague exprès parce que ça dépend beaucoup des contextes, mais ça vous permet après de composer vos tests en fonction de ce que vous voulez valider. Donc self-validating, vous avez confiance dans vos tests. Thorough, c'est ce qui va un peu nous amener aux zombies, vous allez voir. Le thorough, ça veut dire pertinent, en gros. Thorough, ça veut dire que vous avez bien pensé vos tests. Que vous n'avez pas seulement testé ce qu'on appelle les happy paths, ça doit vous parler, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Vous devez aussi penser aux exceptions, vous devez penser aux effets de bord, vous devez penser que vous êtes dans un écosystème dans lequel il y a des dépendances, des interfaces. Voilà, il y a des choses qui se passent mal, ou il y a des choses qui se passent bien, mais dans des conditions au bord, et que vous devez y penser. Thorough, c'est ce qui va nous emmener au deuxième acronyme dont je vais vous parler. Parce que, mine de rien, quand vous faites du TDD par exemple, qui vous dit rouge, vert, refactor, c'est bien gentil tout ça, mais ça vous permet pas de savoir exactement ce qu'on va mettre dedans. Moi, souvent, quand je fais faire des entretiens, et le dernier d'ailleurs, on lance la personne sur, par exemple, la fonctionnelle. On lui explique, voilà, on va faire une machine à café ou une notation polonaise post-fixée. Et puis, le mec se retrouve devant et il ne sait pas comment commencer. Et vous êtes toujours dans cette situation où tout d'un coup, vous vous dites, mon Dieu, mais il y a une telle surface fonctionnelle que vous ne savez pas vraiment par quoi attaquer. Eh bien, voilà la réponse. En tout cas, ce n'est pas forcément la réponse, mais c'est quelque chose qui va structurer votre façon d'écrire les tests. Je vous présente les zombies. 0, 1, many, ou more complex, boundary behaviors, interface definition, exercise exceptional behavior through simple scenarios, simple solutions. En tout cas, c'est comme ça que ça a été exprimé par M. Groening. Ça date de 2016, je crois, donc ça a quand même son petit temps. Et vous avez vu que je les ai mis de couleurs différentes. Pourquoi je les ai mis de couleurs différentes? Alors à droite, je vous ai mis l'image que Groening pensait, et vous voyez que c'est pas du tout séquentiel. Ne pensez pas que ce soit quelque chose qui va vous permettre pas à pas, selon une bonne petite recette de cuisine, de tout couvrir. Non, c'est quelque chose qui vous dit, voilà la grille de conception par laquelle tu dois passer. Combien de fois j'ai vu des gens, en général des tests du QA, qui disaient ouais, je regarde toutes les données possibles en entrée, je vais faire une grande matrice avec toutes les variables, je vais faire toutes les matrices selon tous les axes, je vais faire toutes les données possibles et hop, je serai couvert, ceinture et bretelles, tout ira bien. Ça nous faisait des trucs pas possibles, ça a duré des jours et des jours en test et QA. Greenings dit non. Soyez un peu plus intelligent. Vous n'êtes pas obligé de faire tourner toute une batterie de tests et faire tout un peigne de données. Essayez de le faire selon ces deux axes, l'axe de la quantification et l'axe de la variété, et faites-le à travers une stratégie qui est des scénarios simples et des solutions simples.
Alors, c'est pour ça qu'on a cette grille. Alors, verticalement, 0, 1, many ou more complexe. Ça vous permet souvent de quantifier. Vous partez d'une idée, souvent elle partira d'une donnée, et cette donnée, elle est quantifiable. On peut partir du zéro ou de l'élément vide, simplement la chose la plus facile possible. Le one, c'est quand vous voulez considérer juste une entité ou une quantité de l'espace de l'input dans lequel vous êtes, ou en tout cas de la surface de l'API que vous êtes en train de considérer, ou many ou more complex, ça dépend. Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce que c'est pas quantifiable? Ou est-ce que c'est plus une histoire de composition? Pensez aux arbres, par exemple, il n'y a pas forcément d'input dans les arbres, mais vous pouvez peut-être potentiellement, je sais pas, faire une zéro branche, une branche, un parent, plus de parents, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Le deuxième axe, c'est ce que j'appelle la variété. Boundary, c'est les cas au bord. C'est-à-dire, typiquement, vous avez, je sais pas, vous avez par exemple un conteneur sur lequel vous allez dire qu'est-ce qui se passe quand on a un minimum d'éléments. Où est votre minimum? Où est le maximum en termes de conteneur, par exemple? Est-ce que vous admettez un maximum? Euh, c'est en gros l'histoire de ce qu'il y a de moins et ce qu'il y a de plus, les min et les max dans les échelles les variétés de données que vous êtes en train de considérer ou les variétés fonctionnelles. L'interface definition, c'est parce que vous n'êtes pas tout seul dans le monde et que souvent c'est quelqu'un qui vous appelle. Forcément, vous n'allez pas être isolé, vous n'allez pas tourner comme ça dans le vide, ça ne va pas venir d'un univers parallèle, il y a quelqu'un qui va vous appeler à travers vos fonctions et c'est justement ce que vous allez tester à travers votre test. C'est la raison d'être de votre test, souvent dans le TDD, c'est pour créer justement des inputs. Dans cette surface d'attaque, vous avez quand même défini quelque chose vis-à-vis de votre client. On appelle souvent ça le contrat ou l'interface. Et justement, c'est ce contrat. Qu'est-ce que vous avez écrit dans le contrat? À quoi le client s'attend? On va le voir plus tard dans l'exemple que définit Granix, mais c'est un peu ça. C'est comment vous avez défini que le client allait pouvoir l'utiliser. Potentiellement, ça génère un test sur tous les contrats possibles des interfaces. Et puis, il y a le exercise exceptional behavior. Ça, on est feignant. C'est une de nos meilleures qualités. C'est aussi un de nos pires défauts. Combien de fois on est sur le happy path? D'ailleurs, le premier happy path, c'est lequel? C'est celui qui consiste à ne pas écrire de test du tout. Ça va marcher. Bon, donc il faut toujours utiliser les cas d'exception. Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose ne va pas? Ou en tout cas, imaginez des scénarios simples et je vais en finir justement. J'en ai mis un en vert spécialement et Greening nous dit tout ça, cette matrix à deux axes, l'axe de la quantité, l'axe de la variété, pensez toujours à le faire à travers des scénarios simples et des solutions simples. Il est possible que par composition, vous arriviez à des niveaux de complexité, mais la plupart du temps, n'essayez pas de vous faire des nœuds au cerveau. Essayez de rester simple, essayez de fonctionner par petits pas. Je vous ai mis une phrase de Ken Beck juste en bas. Do the simplest thing that could possibly work. N'essayez pas de faire d'énormes pas en avant en vous mettant des choses pas possibles, sauf si vous avez des algorithmes, mais on en reparlera plus tard. Essayez toujours des petits pas. Faites toujours les choses les plus simples. Souvent, vous aurez l'impression que vous n'allez pas assez vite et pourtant ça vous permettra déjà de réaliser du code qui vous permettra de connecter les choses. On va le voir. On va le voir plus tard parce que dans l'article que Greening utilise sur son blog pour justement exposer ces zombies, tiens, pour rétablir ces zombies, en fait, il a utilisé un exemple, on va vite fait passer dessus, c'est le buffer circulaire. C'est un truc assez intéressant parce que c'est assez simple, mais en fait, ça a bien montré comment il a travaillé dessus. Donc le buffer circulaire, c'est une FIFO circulaire, c'est un buffer circulaire tout simplement. Greening est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le C et le C++ embarqués. Donc il a des tas de structures de données qui sont en C++. Vous savez qu'en C, par exemple, il n'y a pas de notion de hashmap, il n'y a pas de notion de linked list, de trucs comme ça. Il faut tout refaire à chaque fois depuis le début. Donc lui, il a l'habitude de faire ça. Et ça, c'est un atelier en fait qui fait beaucoup avec les, les élèves à qui il parle et avec lesquels il leur apprend à faire du TDD dans l'embarqué. Il a fait un bouquin d'ailleurs là-dessus, TDD dans les environnements embarqués. Et donc il utilise cet exemple avec ses élèves.
En tout cas, en 2016, il utilisait cet exemple. Donc, c'est un buffer FIFO circulaire. Dans ce cas-là, c'est des entiers. Donc, imaginez-vous un buffer, d'accord, avec un index d'entrée qu'on appelle l'index et un index de sortie, donc l'outdex, que on rajoute des entiers petit à petit et que en fait le premier qui est rentré est le premier qui est sorti quand on le demande. Donc voilà, il y a un déplacement des entiers et puis vous pouvez penser à des scénarios assez simples quand vous mettez en place cette structure de données. Donc le wraparound, c'est quand vous avez justement le buffer qui, par exemple, fait le tour de toute sa longueur. L'overflow, c'est quand on met beaucoup plus d'entiers qu'il n'y a de place. L'underflow, alors voilà, c'est quand il n'y en a pas assez. Quand c'est vide, quand c'est plein, et évidemment le fameux happy path sur la FIFO. Et donc, il décrit en fait ces scénarios simples et ces solutions simples, et il met en place un ordre pour établir ses tests. Et il dit ce qu'il veut tester dedans. Donc, je vais passer vite fait sur le truc. Sinon, je vous ai mis en référence l'article, donc vous pouvez aller lire. Mais là, c'est juste pour vous le dire. Donc, globalement, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Mais vous pourrez voir qu'il y a quelques nuances quand même. Vous faites toujours plus ou moins un balayage sur le quantifiable, parce que ça, c'est pratique, c'est facile, ça va vite. Zero, one, many, donc vraiment le minimum possible, en considérant une entité ou le niveau le plus simple de complexité, et puis ensuite en augmentant. Donc vous faites le côté, l'axe de quantification, et puis à travers l'axe de quantification, vous essayez de faire un balayage des variétés, donc boundary interface exception. Sachant que dans la vraie vie, quelques tests que vous fassiez, bah, vous mélangerez toujours un petit peu des deux, quoi. Et là, il nous dit, voilà, moi, je commence toujours avec mes élèves à faire le truc le plus simple possible. Ça peut être créé, ça peut être détruit. Ce que aujourd'hui, tout le monde accepte, hein. En général, quand vous commencez un TDD, la première chose, c'est de préparer votre test et puis d'instancier l'objet ou le premier objet que vous allez considérer ou la première fonction que vous allez considérer ou la première donnée que vous allez considérer et de voir qu'elle peut être créée ou détruite. Donc ça, c'est assez facile. Et puis, il vérifie, donc justement, sur les attentes qu'on a avec ce buffer, il vérifie is empty after creation, donc est vide après sa création et n'est pas entier après sa création. C'est des choses qui, en fait, consistent à dire, voilà, moi, je veux fournir deux fonctions. Alors, lisez l'article que j'ai mis en référence pour voir ce que c'est, mais en gros, il dit, moi, j'ai deux fonctions, c'est is empty et is full, donc je veux, en fait, vérifier les résultats dessus. Voilà, c'est très simple. Les fonctions suivantes, c'est is not empty after put. Donc, quand je mets un item à l'intérieur, je m'attends à ce que ce soit pas plein en fonction d'une certaine capacité. Et là, il va penser à l'idée de capacité, ce qui n'a jamais été donné dans ses premiers tests. Vous verrez dans l'article. Is empty after put then get, là, il commence à avoir la notion dans cette capacité d'avoir un espace dans lequel il va stocker des choses. Alors qu'au départ, vous le lirez dans l'article, il considère que les fonctions sont quasiment vides ou qu'elles retournent des valeurs en dur. Voilà, c'est juste pour tester la surface. Get equals put for one item, bah, get equals put for one item. C'est justement de savoir par rapport à l'interface, quand je mets un item et que je fais un get, je vais avoir exactement le même item qui est à l'intérieur. Get equals put. C'est une façon un peu à la C, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est juste pour brosser le truc. Et puis après, sur le money, ça devient un peu plus compliqué. Donc il essaye de brosser un peu plus, voilà, à la fois sur les capacités, la quantification, qu'est-ce qui se passe au bord. Est-ce qu'on a justement cette notion de capacité? On doit pouvoir la récupérer, on doit pouvoir l'exposer. Cette capacité, tout d'un coup, il faut pouvoir la modifier. Donc on offre au client une capacité de la modifier, etc.